Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Février 90, 30 ans déjà, que s'ouvrait la conférence des forces vives de la nation. Les Béninois, tous couches socio-professionnelles confondues, s'en souviennent. De part et d'autre, un flux de messages saluant l'audace d'une époque, d'une génération. Du chef d'État Nézécis aux politiques de tous bords, en passant par la société civile, le clergé et même les exilés politiques, l'appel, dans une diversité d'opinions certes, est à se remémorer cette période, point de départ d'une aube nouvelle, dit-on, pour le Bénin. Conférence nationale de février 90 au Bénin, une date à commémorer à tout prix. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant le regard croisé d'un acteur de la société civile et d'un politique. À ma droite, Joël Ataï-Guédébé, acteur de la société civile et expert en gouvernance. Joël Ataï-Guédébé, bonjour. Bonjour, monsieur Yetanji. Bonjour aux autres téléspectateurs. Il répond à la façon. Ah oui, en face de lui, comme il a annoncé, Alain Aliou. Il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Conseiller spécial du président du parti FCDB. Il faisait partie de la fine fleur qui a eu la chance de prendre part à ces fameuses assises. On se le rappelle comme c'était hier. En tout cas, la quarantaine des participants, il fallait le compter. Tout jeune à l'époque. Aujourd'hui, qu'en retient-il encore? Alain Aliou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, Joël. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Déjà, mesdames, messieurs, 3 décennies, les Béninois empruntaient librement alors, dans un consensus hors pair, la voie du renouveau démocratique. Allez, oui. Comme si c'était hier. Oui, dans ma tête, c'est exactement comme si c'était hier. C'est ça. Et c'est hier, le 19, Oui. que nous avions démarré il y a 30 ans. Vous savez, il y a une toute petite image qui me vient à l'esprit. Laquelle là? Adiou Alain, au bord d'une petite voiture, une 504, qui a quitté son domicile dans la zone de là où il y a la BIBE et qui devait prendre le véhicule, aller chercher Monseigneur Isidore de Souza à Saint-Rita et le conduire à la conférence nationale. Et ça a duré la moitié du temps de la conférence. Donc chaque matin, j'allais chercher le prélat qui est devenu président de la conférence nationale et puis on échangeait. On s'arrêtait à Saint-Michel, la messe, le petit déjeuner avec d'autres amis et puis la conférence. Et jusqu'à la moitié du temps de la conférence et donc à peu près une semaine, les autorités du pays ont constaté que le président de la conférence nationale n'avait pas de véhicule, n'avait pas de garde. Donc sa sécurité n'était pas assurée, garantie. Et là, grâce à M. Émile Paraïso, un véhicule et un garde de corps ont été mis à sa disposition. C'est l'image qui me vient sur le champ et j'ai voulu la partager avec chacun de vous. Je me rappelle un peu cette anecdote, je l'ai suivie du secrétaire de sciences, si mes mémoires avaient soutenu son texte, père à son âme, le professeur Albert Tévrégé, qui disait beaucoup d'entre nous étaient partis de rien, prenant des risques sans savoir si on reviendrait forcément chez nous. Même le président, à cette époque-là, est parti, les mains lues, pour défendre ce qui, pour beaucoup, était pratiquement indéfendable. En tout cas, c'était avec beaucoup de chaleur qu'on écoutait un peu ceci. Et là, vous venez de rendre le témoignage. Voilà le prélat qui prend le devant et qui avait juste à ses côtés un monsieur. Alain Aliou, il parlait que vous étiez comme un gringalet à ses côtés. Bon, si il fallait vous jeter, c'était vite fait là. Enlever le com. Ah voilà. Et pourtant, vous avez accepté cette mission-là. Oui. Excusez, mais dans cette fièvre-là, j'ai envie de vous demander, quand vous observez aujourd'hui la jeunesse, vous la voyez prête à prendre de ces genres de risques parce que c'était manifestement un risque. Là, la tension était à son comble en ce moment-là. Et pourtant, jeunesse de mon pays, normalement, elle devrait se ressembler, ou du moins, celle d'aujourd'hui devait être une facture de plus que celle d'hier. Et ce n'est pas exactement ce que j'observe. Je ne suis pas certain que la jeunesse d'aujourd'hui est encore en mesure de montrer suffisamment excusez-moi le mot, le nationalisme, sans péjoratif. Mais je comprends. C'est une jeunesse qui a perdu la boussole. C'est une jeunesse qui peut se dire que ses aînés ont trahi.
je mets le mot entre guillemets, que les aînés ne lui ont pas tracé le chemin, ne l'ont pas encadré, ne lui ont pas... Enfin, vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une jeunesse perdue, mais une jeunesse de grande valeur, à la limite de plus de valeur que la nôtre. Donc l'espoir est permis. Plus éduquée, plus compétente encore. Si nous l'étions déjà à ce moment-là, et qu'entre-temps, la science a beaucoup évolué, donc c'est une jeunesse capable. Il suffit, à mon avis, d'une seule petite chose. Une seule petite chose, heureux de l'apprendre. On y reviendra, oui, cette jeunesse, on en parlera à d'autres occasions. Là, je retourne vers vous, Joël Ataï Guédégbé. Ce fut aussi un combat de tous ceux-là qui, un peu comme vous, y croyaient. C'est possible de relever le défi, car avant cette date-là, le Bénin, c'était tout autre État. En tout cas, pas prenable. Il paraît que même si on vous l'offrait à 1 franc symbolique, non, dans la sous-région, personne n'en voulait. C'est sûr, le pays était réellement à la traîne et était méconnaissable. Et dans le basculement des mœurs, dans le délitement social, non seulement politiquement, il y avait blocage, économiquement, voilà, c'était léthargique, et socialement, tout partait à volo. Mais il y a eu comme et avant la conférence, il y avait quand même l'idée qu'il fallait relever la tête. Les gens ont su trouver les ressources en eux de vaincre la peur, de défier voilà, la toute-puissance d'un parti unique qui avait une armée à sa disposition, qui tenait les médias, j'en passe. Les uns et les autres ont trouvé les ressources en eux d'exprimer encore ce supplément d'âme. Ils ont été certainement à bonne école parfois à travers des mouvements clandestins qui structuraient la lutte, à travers les syndicats, particulièrement les syndicats de l'enseignement de base, les mêmes, et surtout de l'enseignement supérieur, ce qu'on observe moins en ce moment en termes d'engagement de l'élite. Donc, et sans parler de ceux qui étaient à l'étranger, diaspora comme réfugiés politiques, il y avait toujours cet attachement au Bénin qui a fait qu'on a été condamné à inventer une solution, à se tolérer, à se frayer un chemin pour se relever, parce que c'était plus possible de continuer dans cette dérive-là. Et il y a eu, bon chemin faisant, en cas sur le parcours, des hommes qui ont su certainement rencontrer l'histoire de leur pays. Et le mot m'échappe, mais disons que les populations, le peuple, malgré tout, continuaient d'attendre le meilleur de ces élites. Et autrement, rien n'aurait été possible. Rien n'aurait été possible. Il y a eu, en tout cas, unanimement partagé en son temps, de l'audace. Alors, Alain Diou, 30 ans, qu'est-ce que le temps passe si vite? Aujourd'hui, ça paraît pour beaucoup de Béninois un moment de bilan, mais de grand bilan alors. Et qu'avez-vous, vous autres, à dire? Pour faire le bilan, je crois qu'il faut apprécier à partir des acquis ce que la conférence a apporté, le chemin parcouru, pour être en mesure d'évaluer le chemin. Pour moi, qu'est-ce que la conférence nationale a apporté sur 2 plans? Sur le plan politique, sur le plan économique. Sur le plan politique, je dirais le renouveau démocratique en lui-même, c'est le plus grand acquis d'ailleurs, le plus grand acquis. Ce n'est pas à partir de 90 que le Bénin a fait l'expérience de la démocratie. La démocratie, bon an, mal an, a existé avant 1972. Mais de 72 à 90, c'était un régime spécial. Des tentatives avaient été déjà faites à l'occasion de certaines rencontres avec les cadres notamment, bien avant 90. Ça n'a pas prospéré. Parce que, comme M. Guédégbé le disait, il y a eu de la résistance. Il y a eu toute une préparation, le peuple, les syndicats, les forces vives, disons. Et ça n'a pas marché. Donc,
l'occasion de la conférence était l'unique. C'était la seule opportunité à saisir pour résoudre un problème d'abord politique. Donc, premier acquis de la conférence, le renouveau démocratique lui-même, qu'on peut assortir de certains acquis non moins importants, mais qui découlent de ça. L'état de droit, les libertés, les institutions de la République, on en a 5 ou 6. Tout ça relève de l'acquis politique. Le multipartisme intégral. Je m'amuse toujours à ajouter le mot intégral. Parce que pour signaler vraiment. Pour signaler ce que c'était d'abord et ce que cela a entraîné. Voilà, de tête, ce que je mets dans le premier acquis, la première grande famille d'acquis politiques. Sur le plan économique, ce n'était que le libéralisme économique comme affirmation forte. Personnellement, j'ai compris pourquoi au niveau économique, il n'y avait pas eu de grandes réflexions, donc de grands acquis, parce que le vrai problème était sur le plan politique. C'était des problèmes d'ordre politique. Mais quand on sait que la politique, c'est comme la superstructure, et si la superstructure est atteinte, elle est malade, c'est tout le corps qui est malade, c'est tout le corps social qui est malade, sous les différents aspects du corps qu'on peut connaître. Donc, il fallait résoudre le problème lié à cette superstructure pour que les autres solutions tombent presque d'elles-mêmes. Mais est-ce qu'on a réussi à le faire? Ça, c'est un autre débat. Si on a réussi à le faire, ça c'est un autre débat. 45 minutes, mesdames, messieurs, avons dit, on en a égrené quelques-unes déjà, ce n'est pas évident d'aller tout au fond. Ce plateau, soyez rassurés, sera un parmi tant d'autres. On ira à ce qui aujourd'hui semble fédérer les énergies. Alors je me retourne vers vous en termes d'acquis. J'imagine que vous partagez la vie, acquis, grands acquis fondamentaux, et au niveau des acquis, en tout cas de l'acquis relativement au renouveau démocratique, il y a un ensemble de leviers. L'état de droit, quand on en parle, qu'est-ce que vous avez envie de dire en termes vraiment d'avancée ou pas? Ah non, quand on parle d'état de droit, moi ça me renvoie vraiment à la question des libertés individuelles, de la sécurité individuelle, du refus de la torture et des violations des droits les plus élémentaires de la personne humaine comparés à ce qu'on venait de connaître en termes d'exactions, d'arrestations arbitraires, en tout cas de manque de sérénité, de sécurité et de manque de liberté d'association, même si les religions ont plus ou moins été tolérées. Et il y avait quand même la chape de plomb, non seulement du parti unique de l'idéologie d'État, qui était le marxisme-léninisme, et j'en passe. Donc cet étouffement-là, enfin, trouvait de l'espace pour exister, pour vivre selon l'aspiration ou les aspirations de chacun, selon la volonté d'aller dans un sens ou dans un autre. Ce qui a peut-être tendu à donner l'impression d'un libertinage, d'une forme d'anarchie. Et c'est jamais facile quand on sort d'une chape de plomb et qu'on redécouvre ou qu'on découvre la liberté. Voilà. Donc ça, c'était important pour que la peur change de camp, pour que la sérénité revienne, que les énergies fussent libérées. Et donc stratégiquement, c'était important, même au plan économique, pour que ceux qui avaient les moyens d'investir, ceux qui pouvaient attirer des capitaux dans le pays, le fassent en toute tranquillité. Donc cette espèce de rénovation de l'espace socio-économique était fondamentale pour que les institutions prévues, l'état de droit, la séparation des pouvoirs qu'on a fortement affirmé pour être dans un cadre démocratique, et pour que tout cela prenne. Il est vrai, on a espéré que le pluralisme politique, pour ne pas dire la démocratie tout simplement, allait nous conduire
presque automatiquement au développement. On a espéré que tel qui venait des institutions de Bretton Woods ou ailleurs pourrait amener ou sa fortune ou le coffre de la Banque mondiale, si tant est que cela ait été possible. Donc il y a eu des attentes parfois démesurées. Et nous n'avons pas suffisamment pris conscience des devoirs qui nous attendaient. Il y avait une euphorie réelle, compréhensible, avec le recul. Mon Dieu, moi, je n'étais pas au pays. Non seulement j'ai suivi, comme presque tous les Béninois, ce qui se passait. Les Béninois de l'extérieur étaient attentifs aux plus petits frémissements. Chacun tenait à cajoler le bébé, à le faire grandir. On espérait en tout cas qu'on aurait l'épanouissement, le bonheur automatiquement, sans prendre en compte les réels changements de fond, les changements de comportement qui étaient nécessaires. Et attendus de chacun. À telle enseigne que je crois, à l'avènement du président Kérékou, il s'est avéré indispensable d'aller vers une conférence nationale économique ou tournée vers les questions économiques. Mais là encore, voilà, on en parle très très peu, même si ça a donné le premier plan d'action digne de ce nom d'un gouvernement au Bénin. Ça veut dire que nous n'avons pas soldé, que nous n'avons pas résolu les questions politiques comme il se doit. Mais il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons fait 30 ans dans le bon sens. Résolument. Les 30 années précédentes étaient vraiment quelconques, laissées à désirer. Et donc, plus que jamais, il faut célébrer ce point de départ qu'a représenté la Conférence nationale des forces vives. Le temps a passé. Il faut ajuster, il faut évaluer certainement et redessiner de nouvelles perspectives. Mais il n'y a pas d'ambiguïté que réellement ce temps mérite d'être célébré l'impression qu'on accorde et revisité à cet événement la place qu'il devrait avoir simplement dans la société? Non, certainement pas. On ne va pas passer le temps en commémoration non plus. On ne va pas passer le temps à se voir trop beau. Et c'est une des erreurs que nous avons faites en 90 ou bien dans les années 90. Nous étions félicités, adulés, on était curieux de nous voir. Ça faisait honneur, ça faisait plaisir. Le Bénin avait quelque chose enfin à proposer au Concert des Nations. C'était que ça. Mais c'était beaucoup. Il fallait aller au-delà. C'était beaucoup et c'est toujours beaucoup. Et de l'extérieur du Bénin, on attend encore davantage du Bénin, malgré les difficultés, malgré les soubresauts que nous ayons connus. État de droit, disions-nous, Joël Ataï Guédégbé. Aujourd'hui, ils sont nombreux, les Béninois, à estimer que parler d'état de droit, c'est vraiment une époque révolue. Il faut parler plutôt en termes d'état de loi. À l'ère du où, qu'avez-vous envie de dire? Permettez-moi que je revienne un tout petit peu en arrière pour disons, finir avec mon analyse très rapide, bien sûr, sur le bilan. J'ai un petit bilan rapidement. C'était euphorique, ce qu'on a connu. Joël l'a très très bien dit. C'était effectivement ça. Mais il faut retenir qu'à la conférence nationale, on a fixé les grands principes. Et que le gouvernement de transition, et après le premier gouvernement, devait avoir comme cahier de charge de mettre en place les modes opératoires. Et c'est ça qui a manqué. Le fait que nous ayons gagné quelque chose, donc l'euphorie qui est justifiée, a fait occulter ce qu'on devait faire, la responsabilité de construire, je dirais, le cadre macro, à la fois macro-politique, macroéconomique, je dirais macro-social, qu'il fallait pour que désormais plus rien ne se passe comme avant. Nous avons raté. Ce n'est pas le plaisir de critiquer qui nous fait dire ça. Nous l'avons raté. Donc, il faut prendre conscience que nous avons encore des choses à faire dans ce sens-là. Nous avons encore des choses à faire dans ce sens. Sinon, on ne pourra pas avancer. C'était bon d'avoir fait ce qu'on a fait. Il faut considérer que la conférence nationale était un début. C'est un début auquel on doit se référer constamment. Pour moi, il faut célébrer la conférence nationale. Comme pour dire, c'est une mémoire collective qui a permis d'éviter le pire, encore que nous étions déjà dans le gouffre, mais on a évité quand même quelque chose, se le rappeler régulièrement
pour que cela ne se reproduise pas. Et se dire, voici le cadre à mettre en place. Par exemple, on se souvient que la première législature de l'Assemblée nationale était la meilleure. De cette législature jusqu'à celle qui est en cours, personne n'a oublié que la première législature était une très grande législature. Parce que les hommes et les femmes qui étaient là étaient des hommes de grande référence en matière de valeurs, mais savaient aussi qu'ils devaient mettre en place les conditions législatives qui vont permettre au pays de commencer sa construction. Mais après, les choses ont dévié, les vieux loups, les vieilles tares se sont réveillés. La corruption, moi j'ai entendu, quand on préparait la corruption, la conférence nationale, j'ai entendu, il faut faire rendre gorge. Il faut faire rendre gorge. Quelqu'un le disait, venu du FMI, mais les gens attendaient ça. Est-ce que faire rendre gorge, donc la corruption a disparu? Est-ce que les mauvaises habitudes, les contre-valeurs qui déterminent, j'allais dire, l'homme béninois, disons ça simplement comme ça, est-ce que ça a disparu? Mais c'est que, assez rapidement, toutes ces valeurs négatives ont ressurgi. Chasser le naturel. Parce que, malheureusement, on n'a pas canalisé les choses pour que le naturel soit chassé définitivement. Il faut donc travailler à cela. J'ai voulu dire ça pour dire que le bilan, il est globalement positif, mais il nous responsabilise. Il faut que nous continuions à construire sur les vestiges de ce que nous sommes en train de laisser depuis une trentaine d'années. Oui, sur la question de l'état de droit. Vous savez, un peuple, une société, ça évolue. Est-ce que nous sommes passés de l'état de droit à l'état de loi? Personnellement, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Ailleurs, ou à d'autres occasions, je dis que la démocratie, c'est la dictature de la loi. C'est la dictature de la loi. Encore faut-il que les lois correspondent à quelque chose. Vous savez, les règles en général ne sont bien acceptées et bien appliquées que lorsqu'elles sont bien adaptées et bien adoptées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nos faiseurs de lois donnent l'impression qu'ils font les lois pour les autres. Ça caractérisait déjà le Béninois, le législateur, c'était déjà ça, mais ça n'a pas changé. L'actualité de nos lois justifie ce que je suis en train de dire. Donc il faut que ceux qui ont la responsabilité de faire les lois se disent, demain, nous pouvons et nous devons être dans une autre position. Les lois sont les règles que nous établissons à l'occasion de je ne sais pas quoi, nous établissons pour que le vivre ensemble soit pacifié et soit juste. Nous souffrons de ça. À la limite, il faut des gens qui soient très sérieux, qui se disent, je ne fais pas ça contre les autres, je fais ça pour nous tous. Ce que je dis paraît un peu de l'ordre du rêve, mais il faut savoir rêver. Pour construire le beau, il faut savoir rêver. Donc l'état de droit a été un peu secoué. Pour certains, c'est peut-être encore secoué, mais on peut connaître pire. Donc il faut que nous soyons éveillés et qu'on soit vigilants. Éveillés, vigilants, pour ne pas se retrouver dans le pire, en parlant d'état de droit. Oui, là-dessus, qu'est-ce que vous avez envie de dire? État de droit, pour certains Béninois, il est carrément inexistant depuis peu. Non, il ne peut pas avoir cessé d'exister. Il y a certainement des menaces. Donc il faut, je rebondis sur la fin des propos de M. Adio, il faut être vigilant et pour que les fondamentaux ne soient jamais perdus de vue. La légalité n'assure pas tout, encore moins la majorité. C'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on a raison, non. Donc il faut toujours se poser la question de l'autre. L'autre est quoi dans ce que je fais là? Si je le chosifie, si je ne le prends pas à ma mesure, c'est que j'aurais trahi même mes engagements et les valeurs auxquelles je prétends adhérer. Ce qu'ils vous disent, mais
La démocratie, c'est quelque part la loi du grand nombre. Non, c'est des formules tentantes. État de droit, devenu état de loi, démocratie, dictature des textes, dictature de... Non. Prenons au sérieux. Et non, évitons les formules faciles. C'est beaucoup d'exigences, la démocratie. C'est vraiment s'évaluer. Et c'est, au fur et à mesure, ça ne va pas de soi. C'est pas simple de se remettre en cause. Et surtout dans la griserie du plus grand nombre ou du pouvoir. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention aux plus petits, aux minoritaires. Ça compte. Absolument. Sinon, sans ça, vous voyez, sans le plus petit, vous n'êtes pas plus grand. Sans le minoritaire, vous n'êtes pas majoritaire. À un moment donné, il faut quand même se poser la question du devenir, du bien-être et de la possibilité de faire contribuer ce petit, ce minoritaire également, ce marginal dans la vie sociale. Comment on le réintègre pour qu'il soit acteur du développement, de la production. On ne va pas, parce que les gens sont à la périphérie, les y laisser éternellement. On aurait trahi nos engagements. On doit tout faire pour ramener le plus grand nombre dans les directions fondamentales qu'on s'est données. Et en tout, avec le souci du pluralisme. En tout, avec le souci du pluralisme. Et sinon, nous basculons en totalitarisme ou en fascisme. On a besoin de discipline. On a besoin de se responsabiliser. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une pédagogie pour expliquer les liens entre la liberté et la responsabilité. Les liens entre la démocratie et le développement. On ne peut pas aller au développement sans un minimum d'ordre, de discipline, d'organisation, sans un minimum de sacrifice. Et on le disait même au sortir de la conférence nationale, parce que on a quand même accepté l'ajustement structurel qui était très exigeant, qui était contraignant, douloureux pour beaucoup. Le Bénin l'a accepté. Je ne considère pas ça comme une potion magique, mais je revois la douleur, la difficulté pour un pays de devoir se soumettre à ce genre de mesures. Mais c'est parce que nous étions tombés très bas, par notre faute en général. Donc nous devons éviter d'en arriver à ces extrémismes, à ces nécessités. Et pour cela, il faut pouvoir être juste, il faut pouvoir avoir du discernement dans ce qu'on fait. Liberté et responsabilité, dites-vous, je vous permettez, puisque c'est l'autre pilier parlant d'acquis en termes de renouveau démocratique, c'est la question de liberté. Hier, je m'en voudrais de ne pas revenir là-dessus, le chef de l'État a eu l'occasion aussi de se prononcer sur les acquis démocratiques. Et pour la question de liberté, j'imagine vous l'avez suivi, mais je rapporte, pour le chef de l'État, les libertés, en vérité, ne sont pas compromises, pour autant qu'elles tiennent compte de l'intérêt général. Fin de citation à Alain Aliou. Je ne sais pas si c'est l'intérêt général qui est la norme de la défense des libertés. Je ne le sais pas. Je ne suis pas suffisamment outillé intellectuellement pour le dire. Mais je ne me retrouve pas exactement dans cette formulation-là. Pour moi, oui. Lorsque vous limitez, j'allais dire pratiquement à outrance, le droit de grève, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas justifier ça seulement par l'intérêt général. Ceux qui se mettent en grève ont des revendications, mais quand on sait dialoguer avec eux, ils savent écouter aussi, ils savent prendre en compte l'intérêt du plus grand nombre. C'est vrai qu'on a besoin de discipline, on a besoin d'ordre, on a besoin de responsabilité, mais on a besoin de communication. On a besoin d'échange. Il faut que le chef soit à l'écoute. Quand le chef est à l'écoute, j'allais dire pratiquement tout le boulevard est entièrement ouvert. Quand le chef est à l'écoute, les décisions qu'il prend sont comprises, donc partagées. J'ai parlé tout à l'heure des règles de la loi. La loi n'est bien appliquée, bien acceptée que lorsqu'elle est bien adaptée et bien adoptée. Forcément. Absolument. Forcément. De lier. Oui, sur ces questions de liberté, vous avez suivi le chef de l'État. Oui, non, c'est évident qu'on ne peut pas décréter de l'intérêt général à tout va sans m'expliquer quelle est ma part de contribution
dans le renoncement, dans le sacrifice. Et si je ne le comprends pas, mais voilà, nous serons toujours en conflit. Donc il y aura des tiraillements, il y aura plus de pertes à vouloir me réprimer, à vouloir me contenir, que de me prendre pour un partenaire majeur, adulte, avec lequel j'échange pour déterminer, disons, un moyen terme. En Allemagne, les grèves ne sont pas tant que ça légion. Les Allemands ont une autre manière de procéder dans le dialogue social. C'est des grandes négociations, mais où on met effectivement les choses sur la table. C'est pas forcément à la française. Et peut-être que notre mode revendicatif n'est pas le meilleur non plus. Donc nous devons continuer d'avoir une approche comparée, de chercher et de trouver les meilleures formules adaptées à notre situation. Certes que sur le plan social, je prends la santé et l'éducation, on est très sensible au ravage des grèves. On ne quantifie pas forcément au Bénin les dégâts que causent les grèves en termes économiques, en termes de pertes. Des pays pauvres comme les nôtres, peut-être ne peuvent pas se payer les mêmes luxes que les pays développés. Et même quand il y a grève au Bénin, la défalcation est très peu de mise. Mais en Europe, quand il y a grève, c'est que les centrales syndicales ont des fonds de soutien des travailleurs. On fait la défalcation, mais c'est par des mécanismes de solidarité et de résistance que les grèves tiennent là-bas. Tout ceci compte. Mais ici, nous ne payons pas quand nous sommes en grève. Dès qu'il y a défalcation, on continue encore à négocier, on remet en cause, enfin disons, on revient en arrière. Et là aussi, il faut que chacun soit responsable, et à la fois de ce qu'il fait, des usagers du service public, notamment, mais que les gouvernements soient tenus également de satisfaire ou de mettre les travailleurs dans un minimum de conditions acceptables de travail, voire de revenus. Les institutions de la République, l'autre maillon acquis considérable parlant de cette conférence. Aujourd'hui, à l'ère où ils sont un certain nombre de Béninois à dire institutions de la République, dites-vous, il n'y en a qu'une seule. Une qui distribue les cartes à tout va, à sa volonté, à sa guise. Avez-vous l'impression que les institutions de la République ont soudainement disparu ou se sont confondues ou fondues? Je ne veux pas me tromper de rôle. Sinon, je me serais permis de demander, mais quelle est cette institution-là? Ben, je m'imagine, enfin, j'essaie de comprendre. Voilà. J'essaie de comprendre. Quelque part, je comptais parmi les institutions, et je faisais bien en le comptant, le gouvernement. D'accord? Et à la tête du gouvernement, le chef de l'État, qui est une institution en lui-même, le président de la République, est une institution. Vous savez, nous sommes dans un régime présidentiel, à la limite présidentialiste. Donc, on peut se permettre de dire ça. Mais moi, je sais qu'il y a des institutions de contre-pouvoir, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, etc. Mais ce que moi, je retiens, c'est que la démocratie béninoise depuis 30 ans donne l'impression de ne pas être descendue au niveau du peuple. C'est une démocratie, disons, au niveau du sommet. Le peuple qui a beaucoup souffert, les étudiants, les travailleurs, les syndicalistes, qui ont réagi à l'extrême pauvreté, tout ce que nous avons dit à l'entame de l'émission. À la fin de la conférence, c'est comme si l'intelligentsia politique du pays a repris en main les acquis. C'est ça. Et le peuple est remis dans son rôle de spectateur. Quelques deux éléments qui vous fondent à faire cette analyse. D'abord, ce que j'ai observé dans la salle de la conférence, ça m'a fait dire le 28 février, quand j'ai été interrogé par les journalistes de l'ORTV, j'étais parmi les plus jeunes. Monsieur Adiou, votre sentiment? J'ai dit, j'ai deux sentiments. Le premier, fierté d'avoir participé à cette grande rencontre. C'était un sous l'arbre à palabres, un grand, où j'ai vu des gens s'invectiver, se dire des choses difficiles à entendre, graves, et puis après, se sont calmés, se sont embrassés, ont privilégié, cette fois-ci, oui, l'intérêt général, l'intérêt de la nation, se sont calmés, trouvant les solutions. C'est ça, de fierté. Fierté. Ensuite? Mais ensuite, préoccupation, la crainte de voir
l'intelligentsia politique usurper les acquis de la conférence, s'attribuer ça sous forme de pouvoir. Et ça n'a pas raté. Aujourd'hui, la démocratie béninoise n'est pas descendue. C'est une démocratie au niveau des institutions. Et quand elles s'accordent entre elles pour fonctionner comme elles veulent, on peut dire qu'il y en a une qui donne la ligne de direction, qui donne la direction. C'est ce que vous voulez dire au nom de tous ceux qui ont observé ça. C'est parce que les règles du jeu sont restées à un certain niveau. Et le peuple est toujours maintenu spectateur. Une crainte déjà, les premières heures de la fin des travaux, mais qui malheureusement se concrétise aujourd'hui à Alain Adirou. Mais vous, quand vous l'observez, Joël Ataï-Guédégué, pensez-vous que les Béninois ont été simplement floués ou c'était une évidence? Un peu les deux. Je reviendrai à la question du régime présidentialiste. Et ce choix-là avait des conséquences peut-être qu'on n'a pas suffisamment imaginées. Et on a mis en place effectivement une démocratie institutionnelle. Et il y a eu quelques résistances d'ailleurs à installer la Cour constitutionnelle qui devrait être un des maillons les plus importants des comptes pouvoirs. Mais ce fut fait. Ça a été tellement demandé, exigé, qu'on a fini par l'installer en 1994, me semble-t-il. Alors, quand on a fait ça, il y a eu un entre-soi évident où les gens se cooptaient. Enfin, je ne vais pas parler de partage du gâteau. Et peut-être que l'erreur, ça a été de ne pas aller à la décentralisation en même temps pour que tout le monde fût intégré dans ce jeu-là. Et les règles du jeu, on les a difficilement intégrées également, comprises. On est parti d'un multipartisme intégral où, à raison de 3 ou 6 par département, on pouvait déjà créer un parti. Stratégiquement, c'était bien, c'est ce qu'il faut faire chaque fois qu'on sort d'un régime dictatorial pour immédiatement déboucher sur le pluralisme. Bon. Mais après, on n'a pas su canaliser, on n'a pas su aller vers les gens, on n'a pas su faire des partis politiques, des institutions. Le contre-pouvoir existe toujours. En partie. Et je prends la question de la justice, tout simplement, qui est censée être indépendante. Et de tout temps, la question se posera de savoir si ou comment les juges font pour que l'indépendance qui leur est d'emblée reconnue soit toujours de mise. Et nous en venons donc à la question des individus. De quelle manière nous intériorisons cette indépendance pour rendre les institutions impartiales, pour leur faire jouer leur rôle, pour empêcher le détournement du système des règles. Parce que très tôt, chacun s'organise pour récupérer du pouvoir, pour en avoir davantage. Mais si déjà à travers la Constitution, on en donne autant, et parce qu'on est à l'ère des exécutifs également, on a voulu des mécanismes forts. Quand on fait ça, et on fabrique finalement des présidents forts et des partis politiques qui sont à la rue. Et le choix, il y a eu un petit débat pour savoir si on allait avoir un régime semi-présidentiel ou pas. Même si on l'avait eu, peut-être qu'on vivrait toujours les mêmes travers parce que la question de l'élite de l'intelligentsia se pose. La question de sa responsabilité, de sa contribution et au changement dans notre pays se pose. Il va falloir revoir cette intelligentsia, le lavage de, je ne sais pas si c'est la tête de la tête, comme le dit l'autre, qu'il va falloir laver pour espérer en sortir. Mais alors, quelques minutes, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question du libéralisme économique. Vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes tenté de dire quand vous l'auriez de ce côté-là? C'est à construire. Le régime économique du pays est encore à construire. Tout à fait. Et nous vivons une situation à la fois douloureuse et heureuse, la fermeture des frontières. C'est une invitation forcée à regarder l'appareil de production de notre pays et à voir dans quelle direction l'orienter. Pour le moment, je ne dis que ça. Donc, le libéralisme économique, est-ce que c'est un libéralisme contrôlé, sauvage? Ça libère quoi? Il y a des débats à faire, ou du moins, il y a une direction que le dirigeant doit donner. Il y a quelque chose qui a manqué, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? À un moment donné, je crois que nous devons, en nous orientant vers le développement ne s'accorde qu'avec la longue temporalité.
hein, ça s'inscrit dans une très longue temporalité. Il faut mettre les cadres en place. Dans notre pays, en matière de gouvernance de façon générale, nous manquons de lois d'orientation et de lois de programmation. Loi d'orientation et loi de programmation. Et ça, c'est le travail entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Fixer les cadres. Sinon, tous les 5 ans, ou au mieux tous les 10 ans, un chef d'État arrive, il considère que ce que son prédécesseur a fait ne l'engage pas. Il réoriente. Actuellement, le régime qui est en place pose des bases importantes. Il y a des réformes structurantes qui sont en train d'être faites. Mais qui nous garantit qu'en 2023, lorsque nous allons passer de la 8e à la 9e législature, qu'il y aura toutes les couches partisanes représentées à l'Assemblée nationale, qui peut nous garantir que les réformes ô combien structurantes d'aujourd'hui vont être maintenues en 2023. Vraiment du défi, encore de défi. Sur la question de l'économie libérale, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? Beaucoup de satisfaction? Non, pas du tout. Nous en sommes encore au balbutiement. C'est encore très peu clair, même dans la tête des Béninois, comparé au libéralisme ou à la liberté politique, que c'est l'option du marché que nous avons choisie. Et quelle est la place de l'État dans ça? On a essayé de liquider des sociétés d'État, mais l'État est toujours envahissant. L'État est toujours... lui-même a du mal à définir son rôle, sa place, à créer le meilleur climat possible des affaires pour attirer davantage d'investissements directs étrangers. Parce que nous n'avons pas grand-chose entre nous. Nous pouvons être géniaux, nous pouvons nous inscrire dans des niches, mais on a besoin de quelques leviers. Et si on ne met pas le cadre structurant en place, si on ne le met pas en place de manière durable à travers tous les mécanismes et leviers dont Alain Adibou vient de parler, alors ce sera la petite semaine et nous serons toujours alors à la marge, pratiquement intégrés de manière subalterne à la mondialisation et bon, peut-être au mieux à l'intégration sous-régionale. Mais on voit que même là, et on n'arrive pas à avancer de manière harmonieuse avec ce que nous vivons avec le Nigeria aujourd'hui. Plus que jamais se pose, nous sommes devant nous-mêmes. Comment faire pour que ce pays tienne à partir de ses atouts, à partir des opportunités qu'il pourrait saisir à droite et à gauche? Et comment est-ce que l'administration s'adapte-t-elle pour accompagner effectivement les opérateurs économiques au lieu de chercher à les pressurer, à les étouffer? Alors, pour la postérité, avec la marche empruntée juste là, qu'est-ce que plutôt vous avez envie de dire? Non, il y a quelques signaux, mais encore faut-il qu'on se comprenne, qu'on sache que nous avons choisi résolument d'aller dans telle direction. C'est pas suffisamment annoncé, expliqué, c'est peut-être pas suffisamment porté non plus par les partis politiques. On ne le sent pas. En tout cas, le temps est complètement parti. Alain Adibou, si vous devez conclure. Heureux d'avoir été à la conférence nationale, heureux d'être béninois de ce point de vue-là, mais préoccupé par le futur et pleinement conscient de la responsabilité que nous avons aujourd'hui de construire notre pays. Merci à vous d'avoir été là, Alain Adibou. Merci également à vous, Joël Atay-Guédébé, chers téléspectateurs. Merci pour la complicité permanente. Je vous fais compagnie sur cette citation plutôt empruntée aux Saintes Écritures. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Prenez soin de vous et longue vie à tous. Demain, c'est un autre jour. On ne désespère pas.